Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Jocelyn, journaliste pour Cinéverse, et je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour cette deuxième saison de Cinespace, le podcast de Cinéverse. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle formule. En effet, notre format change légèrement, je vous rassure, et laisse davantage de place à l'actualité. Au programme du jour, donc, un rapide point sur l'actualité du secteur, entre les polémiques à la Cinémathèque et les Golden Globes, et ensuite nous nous pencherons sur la sortie du moment, et même la sortie du jour, avec Mémoire d'un escargot du réalisateur australien Adam Elliott, plus de 15 ans après son dernier long métrage. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois une nouvelle fois Antoine. Coucou Antoine. Bonjour. On aurait dû recevoir Démétrio, mais celui-ci est tombé, malheureusement, durant la bataille. Mais il vous dit bonjour, j'imagine. Et pour la première fois dans notre émission, Margot, bienvenue à toi. Hello! Enfin, j'ai envie de dire, te voilà. Oui, il était temps. En effet. Et sans plus attendre, lançons notre premier sujet. Il aura fallu de nombreuses années, mais c'est bon, les Golden Globes ont de nouveau réussi à séduire un public. Après des cérémonies plombées par la pandémie de Covid et un boycott massif en 2022, le programme américain voit son audience grimper de 7% par rapport à l'exercice 2024. C'est au total plus de 10 millions de téléspectateurs qui ont donc observé les triomphes d'Emilia Pérez ou de The Brutalist. Ça vous a intéressé, vous, ou vous en avez rien à carrer? En fait, moi, ces cérémonies-là, je les suis jamais en direct parce que comme c'est la nuit, moi, je dors très tôt. Et du coup, je regarde que les résultats ou alors les séances, enfin, les moments un peu clés en replay sur Twitter ou quoi. Donc, j'avoue que j'ai plus regardé les prix qui, moi, perso, m'ont déçu parce que j'étais pas très fan d'Emilia Pérez et qu'en plus, Anora n'a rien eu du tout. Donc, tant mieux que ça fasse plus de vues parce que c'est encourageant pour les cérémonies de remise de prix qui, quand même, mettre la lumière sur le milieu du cinéma, mais on voit toujours un certain manque de diversité dans les prix qui est flagrant, mais ça on peut pas y faire grand chose, je pense, ça vient pas de nous de toute façon. Alors moi ça forcément alors j'ai un peu le même, point de vue que Margot, à savoir que je les suis jamais en direct. Très souvent, de la même manière, je suis vachement les réactions qu'il y a sur Twitter que je trouve déjà beaucoup plus drôles, et souvent, très justes. Donc là, encore une fois, je les ai pas suivis en direct, pareil, j'ai regardé beaucoup de de replays, de petits commentaires, de trucs comme ça. Je suis globalement d'accord avec Margot. Personnellement, je suis pas non plus fan d'Emilia Pérez. Alors 4 récompenses, personnellement, je trouve ça assez énorme. The Brutalist, évidemment, je me prononcerai pas dessus parce que le film sort dans pas longtemps en France, mais j'avoue que ne serait-ce que la bande annonce me fait très envie. Hem, donc je pourrais pas dire si c'est usurpé ou non. Les Golden Globes, j'ai l'impression que ça se je saurais pas comment dire, j'ai pas envie de dire une grosse bêtise parce que je suis pas du tout un expert dans ce genre d'événements, mais pour moi, ça s'oscarifie presque un petit peu dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a une tendance à aller plus vers le public, ce qui est bien. Parce qu'effectivement, avec la perte d'audimat du truc, bah, oui, ça écarte encore un peu plus le milieu du cinéma qui devient de plus en plus pédant, de plus en plus fermé et le public qui, bah, fait littéralement vivre l'industrie, tout comme l'art, en fait. Mais de l'autre côté, c'est vrai que bon, est-ce qu'on peut pas questionner certains choix, qui sont peut-être un peu plus, comment dire? Marqués pour plaire au grand public et là, je parle pas forcément de popularité parce que Emilia Pérez, j'ai pas les chiffres, mais il me semble pas que c'est le film qui ait le mieux marché du monde, quand bien même il a eu son succès. Mais qui touche à des thèmes qui, en tout cas d'apparence, fonctionnent auprès du grand public et tout ça, quand bien même moi personnellement je trouve qu'il les traite plutôt très mal. Mais voilà, donc effectivement, je suis plutôt déçu dans les récompenses, de manière globale, j'entends, hein. Après, que Demi Moore ait eu le meilleur, le Une César, interprétation. l'Oscar, meilleure actrice film, ou film musical ou comédie, je crois. Le César et l'Oscar, c'est parfait, t'es dans le thème. Ouais. Bah, trop bien. Prix d'interprétation, je crois, ouais, féminin dans une comédie, parce que c'était rangé en comédie ou film musical. Ouais. Ouais, Ouais, c'est voilà, quand c'est même ça. surprenant que ce soit en comédie, mais Oui, non, non, mais après, que moi, que ce soit arrangé, bien ou pas, je suis content qu'elle ait eu quelque chose parce que je trouve qu'elle le mérite. Après, encore une fois, tout ce qui est Adrien Brody, je peux pas en juger. Meilleur film musical ou comédie, Emilia Pérez, effectivement, quand on voit le reste, heu, la sélection, je crois qu'il y avait, Anora, Challengers, Wicked, Substance et un dernier que j'ai pas vu. Heu, bon alors, moi je suis pas spécialement derrière Anora, mais je suis d'accord
que ça aurait été, en tout cas à mon sens, plus juste, ou alors The Substance que moi je supporte et j'adore, mais oui, effectivement, je suis du côté de Margot dans le fait que je suis globalement plutôt déçu des résultats. Mais au Après, moins ça me si donne, Emilia des Pérez, trucs, en effet, avait pas le succès de tous les temps, il a quand même fait 1 million d'entrées en France, ce ah qui est non, non, quand non, même c'est très bien, ce c'est qui veut très bien. dire que le spectateur, peut-être plus occasionnel, c'est-à-dire, 3 séances dans l'année, bah, a pu aller voir Emilia Pérez. 1 million d'entrées, ça va quand même se chercher là-dedans. Aux États-Unis et notamment depuis le Festival de Cannes, il a quand même un petit succès critique. Il faisait office de favori et il a tenu son rôle, et il fera office de favori très probablement pour les Oscars dans un mois et demi. À voir s'il pourra réitérer son exploit, et si la France va être couronnée de tel ou tel prix. Si vous voulez ajouter quelque chose. Je suis quand même content après que ce soit une production, je sais plus quel est le pays de production, principal de Emilia Pérez, mais bon, après c'est un réalisateur français qui a quand même au moins un effort dans ce sens-là, et puis surtout, Pays de bon, bah, production, c'est 100% France, hein. c'est 100 France? Ouais. Bah, écoute, moi, que ce soit un film produit et réalisé, par la France qui gagne autant de récompenses, après oui, c'est toujours encourageant, Et d'ailleurs, Adam Elliott était présent au Golden Globe, mais nous aurons l'occasion de reparler de Adam Elliott un peu plus tard. Il n'a pas gagné. Tant pis. Non, c'est Euh, Flo, qui a gagné, il me c'est semble, Flo qui a gagné pour l'animation, tout à fait, le petit chat. qui était très bien aussi, au demeurant. Il fera office de favori également pour les Oscars, je n'en doute pas. La seconde actualité du jour, il va falloir que je la recontextualise un petit peu. Le lundi 6 janvier dernier, donc, s'est ouvert devant la 36e chambre correctionnelle du tribunal de Paris le procès relatif au financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Alors, pourquoi une phrase aussi longue et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour l'occasion, et pour rafraîchir les mémoires, Yannick Cargot et Mediapart, simultanément, nous proposent un documentaire d'une grande clarté pour replonger dans ces nombreuses années d'enquête. Et ironiquement intitulé Personne n'y comprend rien, tiré d'une phrase de Nicolas Sarkozy lui-même, cette synthèse réussit un premier week-end en salle assez brillant, avec 25 773 entrées sur 52 copies dans des tout petits cinémas de quartier. Alors, je sais pas, vous avez eu l'occasion soit de voir que le film était sorti, soit de le voir. Qu'est-ce qu'on pense de ces documentaires à charge? Là, pour le coup, moi j'en ai entendu parler parce que j'aime bien ce que fait le distributeur, qui est Jour de Fête, si je me Tout trompe à fait, pas. exactement. Et mais avant sa sortie, pour le coup, j'en avais pas entendu parler en termes de promotion et de communication, donc j'ai trouvé ça assez surprenant. Mais j'ai eu des très bons retours, dont le tien, sur le Tout à fait. documentaire, et je le vois pas mal passer en fait sur les stories, sur le Letterboxd, etc. Et ça me donne envie d'aller le voir. Mais c'est vrai qu'en termes de communication, avant sa sortie, j'en entendais pas du tout parler, et maintenant qu'il est sorti, j'en entends beaucoup parler alors qu'il est très peu en salle. Donc c'est assez surprenant. C'est ça, on le trouve dans deux, trois toutes petites salles parisiennes, mais je pense que il a été juste mis dans le circuit de promotion par Mediapart essentiellement, hein, qui est le plus, qui est juste le compte qui a le plus partagé ça, mais parce que littéralement ça les concernait. Mais une fois que sa sortie a été actée, bah, le bouche à oreille a fait parler, c'est-à-dire que l'histoire du financement libyen est une histoire qui est longue, qui est pas nécessairement compliquée, mais qui est prise de tête parce qu'il y a énormément d'acteurs qui rentrent en compte dans cette histoire très compliquée. Et l'avantage d'aller voir pendant 1 heure et demie, 1 heure et demie, 2 heures ce documentaire, c'est que il est fait de façon très claire, très méthodique, il est chronologique. On nous présente chaque intervenant, on nous resitue le contexte, on nous resitue la position de chaque personnage, et du coup, il est extrêmement clair. Et au bout d'1 heure et demie, on a compris tous les enjeux, tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les preuves même, euh, qui sont mises en cause du coup, notamment pour le procès qui vient de s'ouvrir. Et donc, au lieu en effet de lire ces 156 papiers qu'a écrit Mediapart durant ces 10 dernières années sur le sujet, et ben 1 heure et demie, c'est pas plus mal. Et franchement, si en tout cas les sujets politiques vous intéressent un minimum, celui-ci est très accessible et vous en apprend plus sur sur de louches affaires d'État. En l'occurrence, j'ai pas eu la chance de le voir encore. Je sais qu'il passe au 7 Parnassien Tout à fait. qui est, en l'occurrence, comme tu l'as dit, une petite salle de quartier, mais qui est très agréable. Je Ah, fais bien un peu sûr. de pub si jamais. Mais oui, effectivement, comme je ne l'ai pas vu, je peux pas dire s'il est bien fait ou quoi aux caisses, Non, non, bien mais sûr. j'en doute pas. Mais ce que tu dis sur les documentaires à charge, écoute, moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, pas uniquement parce que je suis, d'une manière générale, assez d'accord avec ce que sort Mediapart et que j'aime bien leur ligne édito, tout ça, blabla. Ça ne concerne que moi et ça ne concerne même pas Cinéverse en soi. Mais moi, je trouve que c'est bien aussi parce que c'est vrai que la presse
papier comme la presse internet et tout ça a quelques difficultés, notamment avec les jeunes, à essayer de clarifier la chose, essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent encore à l'actualité, à ce genre de choses. Surtout que quelqu'un qui est né, je sais pas, quelqu'un qui est en première année d'études sup aujourd'hui doit être né dans les 2005-2006, un truc comme ça. Donc littéralement avait 2 ans, il me semble, quand Sarkozy, a commencé ses méfaits. En tout cas, ceux dont on parle aujourd'hui, donc bah, forcément, oui, ça donne pas spécialement envie de se pencher dessus quand on a, 20 ans pas enfin, entre guillemets, entre 18 et 20 ans et voilà et moi je trouve que c'est bien d'avoir des choses comme ça qui peut-être donnent pas les films les plus sexy du monde, mais sont, entre grands guillemets «éducatifs» et voilà donc moi Et je si suis vous plutôt aimez les content. thrillers, franchement, je vous conseille d'y aller, hein. Ouais, Ne vous arrêtez pas au documentaire. j'avais vu même si jamais alors je me rappelle plus du nom du créateur, je suis navré, mais il y avait un créateur de contenu qui avait fait une, S-tier des affaires liées à Nicolas Sarkozy en les expliquant un peu toutes, en disant lesquelles étaient les meilleures, les plus drôles et tout ça, donc voilà, Ça peut être une recommandation. éventuellement. Mais c'est intéressant que tu parles d'influenceurs parce que moi j'ai quand même hâte de voir la vie post-cinéma de ce film parce que on voit quand même un certain intérêt autour du documentaire, des séries documentaires qui vulgarisent sur des trucs très concrets et de notre époque, Mmh. notamment avec Arte qui marche bien sur ce niveau-là. Donc j'ai quand même hâte de voir une fois qu'il sera sur les plateformes comment il va vivre parce que parfois il y a un film il va pas du tout marcher en salle parce qu'il a pas assez été exposé et en fait après les réseaux sociaux peuvent s'en emparer quand il est en VOD ou quoi et il a une seconde vie et je pense que ça s'il marche pas beaucoup en salle il pourrait carrément avoir une seconde vie sur les plateformes ou en VOD ou quoi par En la plus, suite. il a l'avantage que le procès Sarkozy est pas prêt de se terminer tout de suite, hein. Donc, Oui, une fois la sortie, il sera toujours probablement d'actualité. c'est ça. La Cinémathèque française, ce musée parisien et même cette salle de cinéma et même cette salle de conférence, enfin peu importe, la Cinémathèque française, cette institution parisienne, est traversée depuis plusieurs semaines par une crise profonde, d'abord réveillée par l'annulation de la projection du Dernier Tango à Paris, film où est filmée une réelle agression sexuelle. La communication de la Cinémathèque peinant à réagir de manière appropriée aux demandes des organisations féministes, mais pas que. Le musée a pris la décision contestée d'annuler totalement la diffusion au lieu d'y accoler un débat, une discussion autour du film. De plus, et plus récemment, le média Politis vient de révéler une série d'incidents mettant en cause la direction de l'institution, parlant notamment d'humiliation, de violences verbales allant jusqu'aux violences physiques également. Antoine, t'es un habitué de la cinémathèque, je te laisse commencer. Oui, oui, bah, alors, moi, je saurais pas, exprimer ça autrement que par une forme de tristesse parce qu'on en a très, très brièvement discuté avec Margot et j'avais fait la remarque qu'il y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre et c'est con à dire parce que les cinémathèques d'une manière générale, pas qu'en France, mais dans d'autres pays aussi, c'est les porte-étendards de la culture cinéma, enfin, en tout cas, d'une manière, symbolique, mais c'est un peu les porte-étendards de la culture cinéma du pays où elles sont installées. La culture cinéma française, on va pas faire comme si elle n'était pas problématique et malheureusement bah, la Cinémathèque s'inscrit un peu dans ce truc-là. Alors, dans l'affaire du Dernier Tango à Paris, je pense que c'est très, très clair, heu, c'est qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, ils auraient tout simplement pu accoler un petit discours, un disclaimer, une intervention C'est ce d'un qui avait été d'un prévu à la base, collectif, hein. Ils avaient d'abord répondu en proposant ça et dans la foulée et en justifiant des problèmes de sécurité, ils ont totalement annulé la séance. Oui, bah, ça après ça, Mais voilà. c'est moi je veux dire, je j'ai pas l'impression d'être le seul, à penser qu'effectivement, enfin, comme je viens de le dire, l'histoire du cinéma et notamment l'histoire du cinéma français est jonchée de créateurs et d'événements problématiques. Alors évidemment, ils se positionnent comme ils veulent et aussi comme ils peuvent avec, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ça, blabla, mais, discuter de ça, dire, oui, bon, bah, effectivement qu'il y a eu, j'ai ni envie de dire des erreurs ni des ratés parce que à cette époque-là, c'était tellement normalisé et encore aujourd'hui notre regard là-dessus l'est tellement que, je pense que c'est aussi à des institutions comme la Cinémathèque de dire: «Stop». Bien En sûr. l'occurrence, là, c'est pas ce qu'ils font, notamment, bah, avec, du coup, cette séance d'Un Dernier Tango à Paris et avec, bah, tout ce qui est sorti il y a, seulement quelques jours. Ah ouais, à peine, c'est début de semaine, hein. Oui, oui, non, mais voilà, donc ça, j'avoue que ça me désole et bah, oui, effectivement, j'étais un habitué de la Cinémathèque et bah, malheureusement, ça attendra avant de
de revenir en tant que tel parce qu'effectivement, j'ai pas envie de supporter, les agissements d'un établissement comme ça et bah, le truc étant que c'est dommage, ça fragilise un établissement qui je sais pas comment se porte la Cinémathèque très sincèrement, j'y ai pas vraiment regardé mais bon voilà, je trouve ça dommage et j'attendrai personnellement et ça n'engage que moi, mais j'attendrai personnellement qu'il y ait des vrais changements avant Un changement de direction d'essayer notamment. ouais voilà, bah, entre autres, avant de recommencer ne serait-ce qu'à les supporter quoi, donc voilà. Bah, c'est sûr que c'est décevant parce que quand on pense à la cinémathèque, moi notamment, je suis pas de Paris de base et quand tu es passionné de cinéma, tu rêves d'avoir une cinémathèque dans ta ville. Moi, j'en avais pas et du coup, en arrivant à Paris, c'est vrai que ça a été un peu le lieu où je me disais: «Là, ma passion, elle peut vivre à 100 et elle peut être, communiquée avec d'autres passionnés au même endroit». Et quand tu vois qu'elle est dirigée par des personnes, bah, qui sont violentes, qui peuvent être sexistes ou autres, bah, c'est très décevant. Nous, avec Cinéverse, on soutenait quand même beaucoup, la cinémathèque et ses événements et moi, ça a toujours été un plaisir d'y aller et c'est vrai que, bah, ouais, le mot, c'est vraiment décevant. Surtout quand tu vois qu'à côté, tu as le Forum des images qui a tout un cycle, sur les femmes en ce moment, que je soutiens à fond et que notamment le collectif 50-50 soutient beaucoup aussi. On se demande comment ça se fait que la Cinémathèque, qui est un si gros, lieu de passionnés et dans la capitale quand même du cinéma en France et tout, est autant en retard. C'est un peu triste, surtout qu'on parle du dernier tango, du fait qu'il y a des violences, et que les employés sont vraiment maltraités, mais il y a aussi la place de la femme qui est pas du tout respectée, je trouve, dans les cycles qui sont proposés. On a quand même eu très, très peu de cycles sur des femmes et le premier qui est arrivé, il est arrivé très, très tard comparé à tous les hommes qui sont déjà passés, dans les rétrospectives et tout. Donc on voit qu'il y a vraiment du travail à faire dans les années à venir pour que la cinémathèque, elle soit à jour en fait, sur, ce qui se passe dans le monde en ce moment et que ouais, elle est un peu vieillissante et qu'il faudrait, ouais, qu'il y ait des nouvelles, recrues, qui soient plus engagées et plus, ouais, enclins à faire des choses, bah, modernes et engagées. Mais on garde espoir, hein. On a vu que le CNC, c'était un peu le même cas et que peut-être avec le temps, ça va le faire. En espérant que ça fasse un effet domino sur tout, sur toutes les C'est institutions. ça. Bah, je vous propose qu'on ferme la page de l'actualité. Ça fait déjà un petit moment, bon petit quart d'heure qu'on y est. C'était chouette pour cette première de parler d'actualité. Et là, on va enchaîner sur la sortie de la semaine. Papa disait que l'enfance, c'est comme quand tu as trop bu. Alouette. Tout le monde se souvient de ce que tu as fait, sauf toi. Alouette. Mais je me souviens de tout. Il était beau. 15 années, c'est ce qu'il aura fallu à Adam Elliott pour sortir un deuxième long métrage après le fabuleux Mary and Max. C'est donc Mémoire d'un escargot, narrant le récit tragique de la jeune Grace Puddle et de son frère jumeau Gilbert, qui débarque donc ce 15 janvier 2025 pour vous émouvoir. Donc Antoine, toi qui as écrit un papier pour Cinéverse, qu'en as-tu pensé? Alors, du coup, de ce que j'en ai écrit pour ceux qui l'ont lu, je pense, pouvoir affirmer que j'ai trouvé ça très, très bon. En l'occurrence, moi déjà j'avais beaucoup aimé Marianne Max et son dernier court métrage, j'avoue n'en avoir pas grande mémoire, mais je m'en souviens d'avoir passé un très agréable moment et effectivement là, en l'occurrence, ce que j'aime énormément avec Adam Elliott, déjà dans un premier temps, c'est qu'il fait de la stop motion, qui est une technique d'animation qui est très minoritaire dans la proposition d'animation, en tout cas de ce qui sort au cinéma. Heu et qui est, comme toute forme de création, quelque chose à soutenir, je trouve. Hem et aussi par ses thèmes abordés, par la manière dont il aborde les choses, je trouve que c'est un film qui est vraiment très, très beau. Visuellement, c'est très, très beau. Alors effectivement, on peut ne pas aimer la patte graphique de Madame Elliott, c'est quelque chose que je comprends totalement, effectivement, mais son récit, en l'occurrence, avec, Grace Puddle et du coup de son frère avec qui il partage attends, je ne me rappelle plus exactement de la formulation. On avait 2 âmes mais un seul cœur, donc avec qui il partage un cœur, je le trouve, très, très beau, vraiment déchirant, vraiment, très bien fait. J'ai pas envie d'utiliser trop de superlatifs parce que j'en ai quand même très envie, mais ce serait pas forcément faire avancer un petit peu le entre guillemets «débat», même si je suis pas sûr qu'il y ait débat. Enfin, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que Margot a à en dire, mais pour ma part, c'est une vraie réussite, et je regrette pas les 15 ans d'attente depuis le dernier, depuis le dernier film, quand bien même,
Et Tu n'as là, pas du attendu coup, 15 ans, je pense. non, je n'ai pas attendu 15 ans, mais quand bien même, et là pour le coup, Jocelyn, tu peux corroborer ce que je dis, c'est que pour l'interview de Adam Elliott qui va bientôt sortir sur Cineverse, il nous a promis, voilà, les yeux dans les yeux, nous a promis qu'on n'allait pas attendre 15 ans pour le prochain, donc j'ai En effet. vraiment hâte de voir la suite. Voilà. Tel un prince, c'est la dernière phrase qu'il nous aura prononcée. Moi, je pensais qu'il t'avait promis yeux dans les yeux qu'il rejoindrait Cineverse. Je suis un peu déçue, mais bon. C'était pas loin, hein. Franchement. Non, Si on avait bien 15 sûr, ouais. minutes de plus, je pense que c'était dans la poche. La prochaine Non, fois, mais on là, demandera il à devait Well aller voir plein de choses. Jean-Pierre Jeunet, il devait aller voir Jean-Pierre Jeunet Il devait aller voir Jean-Pierre. et George Miller, donc ouais, non, on n'était pas des grosses pointures à côté de ça, quoi. Bah, dommage. La prochaine fois, je pense. De mon côté, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai rattrapé Marie et Max juste avant. Oui, Donc, je j'ai l'avais vu très, ça. très fraîchement en tête. Mais heureusement, j'avais déjà beaucoup aimé Marie et Max. Donc, voilà, il n'y avait pas de doute pour que l'univers aille me plaire encore une fois. Pour le coup, pareil, je suis très, très attachée à la stop motion. Et c'est vrai que ces dernières années, on avait quand même eu des très belles œuvres. Là, on vient juste d'avoir Wallace et Gromit qui fait ça quand même assez l'unanimité. Et par ça, on avait eu Marcel le Coquillage aussi il y a pas très longtemps qui, moi, avait été un énorme coup de cœur. Pour le coup, Marcel, il n'a pas eu un énorme succès, ce que j'espère pour Mémoire d'un escargot. Là, c'est le premier jour, donc c'est difficile à dire, mais je vais me tenir informé des chiffres un peu pour savoir si les 15 années valaient quand même l'audimat derrière. En tout cas, la communication autour du film est plutôt bonne, hein. Tout à fait. En tout cas, à Paris, c'est partout dans le métro, c'est partout dans la rue. Je croise ils ont la l'affiche. chance, d'avoir un beau distributeur pour le Exactement. coup, donc c'est chouette. Comme vous l'avez dit, nous on a eu la chance d'avoir l'interview avec le réalisateur. J'ai très hâte qu'elle sorte parce que j'ai déjà beaucoup apprécié le papier et en fait on a envie d'en savoir plus sur ce créateur qui est drôlement drôlement drôle en fait. Physiquement, il est pas du tout adéquat avec le film qu'il fait. Il a l'air très doux et très souriant alors que c'est vrai que son film est plutôt c'est vrai que c'est pas des films très joyeux. Moi j'ai quand même beaucoup aimé les touches d'humour qui quand même apportent beaucoup de lumière dans le film qui aborde des sujets assez difficiles. Je sais que ma sœur, elle m'a dit oh là là, on dirait un cauchemar le film, j'irai pas le voir et tout. Et je peux comprendre que quand t'as même pas vu Marie et Max, il peut un peu repousser parce que c'est un graphisme assez sombre, il y a pas beaucoup de couleurs, c'est de la pâte à modeler. Donc c'est vrai qu'il y a un esthétisme un peu repoussant, mais il fait quand même assez l'unanimité aussi. Je vois que des retours très positifs. Il avait eu le prix au Festival d'Annecy, ce qui n'est pas rien quand même. Non, ce qui est pas rien du tout. Donc on a hâte de voir son parcours et peut-être aux Oscars, qui sait, on verra. Mais oui, je trouve qu'en tout cas, en termes de scénario, il y a plein de petites touches d'humour. On sait jamais trop ce qui va se passer par la suite. Et ça donne. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché au film. Tu vois pas du tout le temps passer. Et ce que j'adore aussi avec la stop motion d'Adam Elliott, c'est qu'on voit le savoir-faire du créateur, mais vraiment physiquement. Il y a des petites traces de doigts, tu vois vraiment les textures, toutes les matières, et ça fait vraiment la beauté du film, et ça le rend vraiment unique. On voit pas trop ça autre part, quoi. Vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend. Oh Bonsoir. oui. T'arrives pile à ton moment de parole, donc c'est parfait. Ah, magnifique. Et bah, de toute façon, on a qu'à faire ça à Démétrio. Qu'as-tu pensé du film? Mais j'ai adoré ce film. Alors, je pense que Elon Musk a pas voulu que je parle parce qu'il doit racheter TikTok. Donc, Il a voulu te censurer, je pense, pendant une bonne demi-heure, ouais. Mais c'est possible, il a pas voulu que je parle de Kadhafi, c'est pour ça. Non, Ah là là. écoutez, Ah bah bah, déjà, très dommage. je tiens à vous remercier pour cette émission parce que j'aurais jamais vu un film d'Adam Elliott, je pense, sans vous. Parce que moi, c'est des préjugés, mais les films d'animation en stop motion comme ça, très sombres, un peu glauques, j'avoue que c'est pas du tout un type de cinéma vers lequel je vais aller naturellement, ce qui est peut-être une faute de ma part. Et en fait, je pense carrément une faute de ma part parce que du coup, j'ai rattrapé pour cette émission Marie et Max, qui était son précédent long métrage du coup, et j'ai vu Mémoire d'un escargot. Et pour parler de Mémoire d'un escargot, je trouve que c'est un film qui est, je pense qu'on peut penser très largement en comparaison avec Marie et Max. Et donc, selon moi, il est moins bien ficelé. Mais à mon sens, Mémoire d'un escargot, c'est encore plus touchant. C'est beaucoup plus dévastateur. C'est malgré tout rempli d'espoir. Et c'est peut-être plus conventionnel que Marie et Max, c'est-à-dire avec ce récit enchâssé donc de Grace qui va raconter toute sa vie, son enfance à sa petite escargotte, je ne sais pas si ça se dit, mais qui va chercher, je trouve, encore plus profondément et peut-être de manière plus simple. Marie et Max, c'était peut-être vraiment une révolution peut-être dans le cinéma d'animation. Là, Mémoire d'un escargot, c'est quelque chose qui va chercher quelque chose d'encore plus humain, d'encore plus accessible, je trouve en tout cas. Ce qui réutilise encore une fois le motif d'une relation à distance, cette fois-ci fraternelle, donc entre ces deux frères et sœurs qui sont séparés au début du film, et qui est un film qui pourtant
convoque des sujets extrêmement graves, extrêmement durs, mais qui arrive à tourner en dérision des choses sur lesquelles d'habitude on pourrait pas rire du tout. Comme la mort, le harcèlement, l'ennui, la dépression, la solitude, mais avec beaucoup de tendresse. Donc moi, c'est un film qui m'a bouleversé. Du fait que c'est un film qui parle aussi de cinéma, c'est une aspirante réalisatrice qui est dans le film, mais au-delà de ça, c'était vraiment une déflagration d'émotions. J'ai trouvé ça sublime. Et je suis ravi de t'avoir fait découvrir, enfin pas moi, Adam Elliott. Finalement, c'est lui qui t'a fait découvrir son cinéma qui t'aura touché. C'est comme tu l'as dit, tu vois, Demetrio, c'est que c'est vraiment pas forcément le genre de cinéma vers lequel on va naturellement parce que on l'a vu, tu sais quoi, ne serait-ce qu'aux Golden Globes, mais aussi d'une manière générale avec tout ce qui a pu sortir cette année. Je parle en 2024. Mais avec Le Robot Sauvage qui a eu quand même une. Je sais pas s'il a fait de très 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 bons chiffres, mais en tout cas, moi j'en ai vu une très bonne presse de manière publique comme critique, et avec aussi d'une manière plus générale tout ce qui sort un petit peu de la grosse usine Disney et tout ça, c'est que on tend, et ça c'est un peu mon cheval de bataille, c'est qu'on tend vers des images qui sont de plus en plus, pas forcément émoussées, mais qui sont très accueillantes, faire des choses qui, comme on a le contrôle total de l'image, tendre à quelque chose où on a vraiment envie d'y être, où on a envie d'être dans chaque plan, des trucs qui sont pas forcément à reprocher à tous les films, parce qu'évidemment, si on commence à parler comme ça des films du studio Ghibli, où oui, effectivement, on a envie d'être dans chaque tableau, truc comme ça, là, ça sert vraiment le propos, le style, l'écriture, et puis aussi et surtout l'histoire et les personnages. Mais là, en l'occurrence, les visuels qu'on a, ils sont pas accueillants. On n'a pas envie de se balader dans l'espèce de parc ultra glauque qu'il y a un moment dans le film. On n'a vraiment pas envie d'y aller. On se dit à tout moment, on marche là-dedans, on marche sur un clou et on chope une maladie bizarre à cause de la rouille et on meurt. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment à encourager, de peut-être confronter le spectateur qui est pas forcément habitué à une animation qui est un peu plus rude à regarder, un peu moins belle dans. J'ai pas envie de dire que Memoir of a Snail c'est moche parce que vraiment ça l'est pas, c'est juste que le style est moins cocooning entre grands guillemets Oui, il y a un pour côté utiliser un terme. repoussant quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi je pense que c'est très très bien qu'on ait des auteurs comme Adam Elliott qui proposent ce genre de truc pour proposer autre chose dans le cinéma d'animation qui déjà a tendance parfois malheureusement à se répéter un petit peu, et que les gens réduisent beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à la richesse que ça peut nous apporter. Donc voilà, moi Mais je suis très je te content. rejoins là-dessus parce que ce soit dans l'animation ou dans ces sujets qui sont quand même très lourds, mais à la fois très universels, c'est une vraie prise de risque en fait de faire ces sujets-là, et notamment en stop motion. Et je trouve ça ultra remarquable. Et même pour nous en tant que spectateurs, comme tu disais, c'est aussi une prise de risque. Mais en fait, je pense que très peu de personnes regretteront d'être allées voir ce film. En tout cas, moi, pas du tout. Et juste un petit mot pour dire sur Adam Elliott, qui, on voit, est un vrai passionné. Moi, je suis allée voir la séance avec l'école Gobelin, qui est du coup une école d'animation pour le cinéma. Et il a pris un temps fou pour faire un question-réponse après la séance. J'ai jamais vu un temps aussi long, je pense, de questions-réponses. Et tu vois vraiment qu'il a une envie de transmission et d'encourager à la création qui vient du cœur et qui prend du temps. Et c'était vraiment super beau à voir, en tout cas. Il a l'air très gentil. Vous pouvez me le dire parce que vous l'avez déjà rencontré. Ah, il est adorable. Et, Adorable. Et si notre interview avait pu durer une heure de plus, il aurait passé une heure de plus avec nous. Hein. Vraiment, c'est moi qui ai dû couper Antoine et Adam Elliott parce que sinon on allait se faire expulser. Ça m'étonne même pas. Mais sinon, il était parti avec nous. Hein. C'est vraiment. Je pense qu'il aime parler avec des gens qui. Même pas des gens qui aiment son travail, des gens qui sont juste passionnés et qui sont intéressés par son travail. Mais en tout cas, voilà, vous n'aurons pas à attendre 15 années pour la suite, et nous avons réussi avec Antoine à soutirer 2 petites informations. On suivra un personnage féminin dans le prochain film d'Adam Elliott. Voilà, vous faites ce que vous voulez de l'information. Et je crois qu'il nous a également dit qu'il aimerait partir sur quelque chose proche du road movie. Trip, ouais. Road trip, road movie. Voilà. Et si vous voulez savoir pourquoi il a choisi Alouette, gentille Alouette, il faudra attendre l'interview qui sortira dans quelques jours, j'imagine, qui va être. Quel beau teasing. Quel beau teasing. Qui a été mené par Antoine. Et toi, tout de même. Oui, moi j'étais également là, mais tu as mené l'interview. Voilà, donc comme a dit Antoine, allez voir absolument ce film.
J'espère qu'il aura un petit succès en France. Franchement, j'ai aussi une pensée pour tous les parents qui emmèneront leurs enfants voir ce film, car ils vont se dire c'est du cinéma d'animation, c'est donc pour les enfants. Bah, c'est Franch- comme mon ami Robot qui était sorti, je crois, l'an dernier ou l'année d'avant, qui se vendait un peu film d'animation pour les enfants, mais en vrai, il te détruit totalement si tu vas le voir. Merci Antoine, merci Margot et merci Démétrio. Du coup, tu as fini par nous rejoindre pour votre présence ce soir. Mais avant de conclure, avant de partir, on va passer aux recommandations. Si vous en avez, on va commencer par Margot. Est-ce que tu as quelque chose à recommander à notre audience ce soir? Bah, pour me lier un petit peu aux news tout à l'heure, dont on parlait du coup de la Cinémathèque notamment et de son problème sur l'image des femmes qu'elle pouvait donner, etc. Moi, je suis en train de lire Le regard féminin de Iris Bray, qui est une chercheuse qui a notamment traité du female gaze et qui traite en fait de comment les femmes sont représentées au cinéma, notamment en donnant des exemples de films réalisés par des femmes, mais aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'arrête pas aux films réalisés par des femmes. Les hommes aussi peuvent très bien filmer les femmes et peuvent apporter de vrais propos sur ce que c'est que la situation de femmes aujourd'hui, etc. Et du coup, là, ça pose des vrais questionnements sur la place de la femme dans le milieu du cinéma aujourd'hui, de comment elles sont représentées, de leur place dans le système du cinéma, etc. Donc très très intéressant. En plus, il est sorti il y a pas très longtemps, je crois que c'était 2018. Donc il est quand même relativement moderne sur ce qu'il traite et très riche. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se le réapproprient ou le réutilisent dans leurs recherches parce il est très intéressant et très complet. Donc je le conseille. Bah, il est déjà devenu incontournable, je pense, si on se pose les bonnes questions dans le monde du cinéma. En tout cas, je le vois un peu partout depuis sa sortie. Ensuite, Antoine, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller, à nous recommander pour cette émission? Alors, oui, alors moi, rien de cinématographique. Je vais recommander en revanche également un livre qui s'appelle, La mort d'un père, donc fun aussi pour rester dans le thème en fait, il y a quand même un lien. La mort d'un père de Karl Ove Knausgaard, alors, démerdez-vous pour comment ça s'écrit. C'est en 3 mots. En vrai, je vais juste, dire Knausgaard, c'est Knausgaard, voilà. C'est, un romancier norvégien qui, un jour, s'est dit: «J'arrive plus à écrire, je vais raconter ma vie dans les moindres détails, sans me faire de cadeaux, sans faire de cadeaux à mes proches». Donc alors ça donne un récit qui est complètement cruel, qui est complètement voyeuriste, mais qui est absolument passionnant, qui est très, très bien écrit et vraiment le premier livre, parce que c'est une série de 6 livres que je n'ai pas encore terminé parce que je viens de terminer justement le premier. Il fait un peu plus de 500 pages. Je l'ai dévoré en assez peu de temps, en moins d'une semaine, sachant que moi-même je suis un lecteur lent. Franchement, c'est très, très bien écrit. C'est un peu déprimant, mais quand c'est drôle, c'est vraiment drôle. Quand c'est, triste, c'est vraiment triste aussi malheureusement, mais c'est un livre qui est, comment dire? Tellement voyeuriste qu'il en devient généreux et alors, l'auteur de son propre aveu regrette d'avoir écrit cette série de livres et je pense que venant d'une autofiction, ça ne peut que, trahir une sincérité à toute épreuve et donc voilà, moi c'est ça, c'est en 6 tomes, c'est sorti chez Folio, entre autres, donc c'est des petits formats de poche qui sont très accessibles et j'ai trouvé ça, assez magnifique donc voilà, je vous le recommande. D'accord, merci pour cette recommandation. Ça a l'air déprimant mais passionnant. Bien, donc merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, cette première de l'année. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu dire tout ce que vous avez à dire. Et ce sera donc tout pour cette émission. N'oubliez pas de nous suivre donc sur X ici et sur Instagram, d'aller sur notre site internet pour retrouver nos dernières critiques, notamment celle de Mémoire d'un escargot. Et continuez à regarder des films, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Cinespace. Bisous bisous, au revoir tout le monde. Salut, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, au revoir.